Sunday Night Production. Dans les pays anglo-saxons, notamment en Amérique, on parle beaucoup du flow. C'est vrai que là-bas, la confiance en soi, l'estime de soi, l'optimisme, c'est des qualités qui sont souvent mises en avant. Échapper à la tyrannie du temps, c'est clairement pas une chose aisée, peut-être encore moins dans notre société actuelle. Eh bien, en état de flow... Fred qui nous cite du maître Gims dans un podcast dans la tête d'un coureur. Franchement, je devais rebondir sur ça. Dans le flow, on l'a vu, c'est qu'à un moment, on est tellement absorbé par sa tâche, par ce qu'on est en train d'accomplir. Comme tu le disais, on est concentré sur sa foulée, sur sa respiration. On est à l'écoute des retours de notre corps sur ce... Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet très en vogue outre-Atlantique, mais qui commence, juste à peine à émerger sur le vieux continent français. Européen, qu'est-ce que je dis? Il s'agit du fameux flow, vous savez, cet état où vous êtes tellement absorbé par votre run que vous perdez toute notion du temps, de douleur ou de pensée négative, tellement vous êtes pris dans votre course. Et pour percer les mystères qui entourent cet état presque mystique, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un homme qui a étudié ce phénomène de très près. Il est au running ce que le Dalai Lama est au bouddhisme. Il s'agit bien évidemment de Fred, co-animateur du podcast et responsable demi-fond running fond au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu es dans un bon flow pour commencer ce podcast? Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Guillaume, je suis ravi de te retrouver. Alors je suis pas encore dans le flow, mais je pense être dans un bon mood aujourd'hui pour parler d'un sujet où l'ésotérisme peut se confondre avec la science selon avec qui on aborde le sujet, donc on va essayer de rester carré. Effectivement Fred, c'est vrai que le flow semble être devenu un terme, je vais pas dire à la mode, mais en tout cas qui fait de plus en plus parler de lui, et on peut constater que si on demande la définition à une personne de nous expliquer ce qu'est le flow, il n'y a pas vraiment un consensus autour de ce terme, un peu comme le bonheur. Je suis sûr que si finalement tu demandes à des gens de définir le bonheur, tu vas avoir autant de réponses que de gens en fait, en fonction de à qui tu vas poser, tu vas avoir des réponses différentes. Mais pour en revenir au flow, certains semblent le définir comme un état de transe absolue, d'autres comme un moment de pure extase, et encore d'autres comme une situation un peu de concentration, de focus extrême. Donc, qu'est-ce qu'il en est vraiment de ce fameux flow? Parce que je te propose qu'on commence cette émission en définissant ce qu'est le flow. Alors déjà, pour débuter, Guillaume, il faut savoir que le flow est un concept qui est issu de la psychologie positive. Et le flow, qui est parfois traduit en français par flux ou la zone, pourtant on a plutôt tendance à dire le flow, ça parle peut-être un peu plus ou ça paraît moins abstrait. C'est un état mental qui est atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée, absorbée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Alors, fondamentalement, le flow se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son occupation, si on devait le résumer en une phrase. Et ce concept a été élaboré par un psychologue hongrois dont je vous épargnerai ma tentative de prononciation de son nom de famille pour éviter de l'écorcher et inévitablement de ne pas y arriver. Mais on vous l'indiquera évidemment par écrit dans le descriptif de cet épisode. Et je me contenterai de le nommer avec son prénom qui est Mihaly. Donc Mihaly a défini ce concept de flow en 1975 déjà. Mais merci Fred de respecter la langue hongroise, parce que tu sais que peut-être parmi les gens qui nous écoutent, on a des gens qui sont très pointilleux et qui n'auraient pas laissé passer une faute de prononciation. Donc voilà, on va s'éviter quelques petits messages sur les réseaux sociaux. Très concrètement, Fred, comme tu aimes si bien le dire, le flow c'est quoi? J'ai l'impression que tu tournes un peu autour du pot là, comme tu sais le faire. Il faut bien un peu teaser, et si je dis tout de suite, l'effet de surprise sera diminué. On fait un peu monter la température, si je peux me permettre un peu cette analogie. Alors,
Très concrètement, Guillaume, pour utiliser cette fameuse expression que j'aime tant et qu'on me souligne, qui est devenue un vrai tic de langage, même dans ma vie personnelle, il n'y a pas que dans le podcast d'ailleurs. Il y a même des t-shirts qui ont été faits, Fred, très concrètement quand même. J'en ai vu, ouais, effectivement. Et donc, le flow, c'est un état totalement centré sur la motivation. C'est une immersion totale qui représente peut-être l'expérience suprême, employant les émotions au service de la performance et de l'apprentissage. Je parle d'apprentissage qu'en fait le flow c'est pas simplement en rapport avec la course à pied ou le sport, ça peut être dans tous les domaines. Évidemment, nous on se concentre du flow dans la course à pied. Et donc dans le flow, les émotions ne sont pas seulement contenues et canalisées, mais en pleine coordination avec la tâche que nous sommes en train d'accomplir. Et le trait distinctif du flow, par rapport, par exemple, à un état de concentration absolue, c'est un sentiment de joie spontanée, voire d'extase pendant l'activité. Dans le langage courant, certains parlent d'état de grâce, tout nous réussit sans effort apparent, tu en parlais en introduction, avec une facilité apparente déconcertante. Et pourtant, on est dans une maîtrise absolue et totale de ce que nous sommes en train de réaliser et bien loin de l'extase mystique, par exemple. Je vois exactement de quoi tu parles. En fait, le flow, si j'ai bien compris, ça correspond un peu à cet état de course où on a le sentiment un peu de voler, de dérouler les jambes sans difficulté, alors qu'on est quand même sur des allures assez intensives. Pourquoi pas peut-être les allures pour battre notre record. Et d'ailleurs, après coup, une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, moi ça m'est déjà arrivé, notamment quand j'ai battu mon record sur 10, sur semi-marathon par exemple, eh bien on a cette sensation d'avoir pas tout donné, comme si nous en restait quand même un peu dans les jambes. On se dit, ouais, j'aurais pu accélérer au 5e, au 6e kilomètre, j'aurais pu partir un tout petit peu plus vite, j'ai été un peu dans les bouchons, et pourtant on a réalisé notre meilleure performance. Donc c'est vrai que c'est contradictoire, parce que des fois on arrive, on est épuisé et on pense avoir tout donné, et puis finalement on est très loin de notre record, on s'est un peu traîné, alors que là c'est l'effet inverse. Mais du coup, si j'ai bien compris, ce concept du flow, finalement, on peut aussi le retrouver dans de nombreux domaines, dans le sport, dans la musique, dans la spiritualité, dans l'éducation, dans la séduction, et aussi évidemment dans les domaines professionnels. Comme tu le soulignais, Fred, on peut tout de même nous rapprocher de cette notion du flow à celle d'un état de transe ou d'extase. Existe-t-il tout de même des différences notables entre ces différentes qualifications psychologiques, j'ai envie de dire ? Alors oui, il en existe. Autant le flow peut effectivement partager des traits communs avec l'extase, car lorsque nous sommes dans cet état, nous sommes pleinement impliqués dans notre tâche, notre activité, avec un sentiment de bonheur profond et puissant. Mais le flow se distingue de la transe, car une personne en transe ne se souvient généralement pas de ce qu'elle a vécu une fois revenue à la normale, si je puis dire, normale entre guillemets, en tout cas dans un état de non-transe. Alors que le flow, vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé, et peut-être même de manière presque surréelle, comme une peinture surréaliste, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, le flow peut se résumer à cet état de grâce, pour reprendre un langage généraliste, où le mental et le physique s'unissent. Mais attention, l'ivresse du coureur et le flow, malgré de nombreux points communs, sont deux choses bien différentes. L'ivresse du coureur agit sur la chimie du cerveau et provoque l'euphorie, tandis que le flow modifie très concrètement et très, on va dire réellement, l'activité cérébrale, avec pour résultat une plus grande faculté de concentration. Fred, tu as commencé à en parler, mais le flow, pour peut-être nos auditeurs qui nous écoutent, peuvent peut-être avoir l'impression que c'est presque une petite lubie ou un petit état un peu psychédélique du coureur, une sorte d'élément un peu ésotérique, mais il a quand même fait l'objet d'études précises, et il y a un chercheur qui a particulièrement analysé ce phénomène du flow, dont d'ailleurs j'arrive pas à prononcer le nom comme toi tout à l'heure, je vais pas m'y mouiller. Du coup, toi qui as analysé un peu les études de ce chercheur, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Qu'est-ce qu'on apprend grâce à ces travaux ? Alors effectivement, Guillaume, le flow a été étudié par le fameux Mihaly, nous le disions en introduction, dès 1975, donc on va dire c'est loin d'être récent, parce que ça a presque une quarantaine d'années maintenant. Et ce qu'a défini ce chercheur, c'est que le flow se compose de 9 éléments qui ont leur place dans un processus, on va dire, linéaire, réparti en 3 prérequis et 6 caractéristiques. Entre les 2 catégories, si je peux dire, il y a justement le moment du flow.
Si tu es d'accord avec moi, Fred, je veux bien que tu nous présentes justement ces différents éléments et on va être cohérent. On va commencer par les 3 premiers prérequis pour que ce soit bien digeste pour tous nos auditeurs. On parle des 3 premiers, on en débrief et on enchaîne comme ça. Avec grand plaisir, Guillaume. Tu sais que j'aime toujours un peu m'étendre sur ce type de sujet. Donc, les 3 prérequis sont: le premier, des objectifs bien définis; deuxième, des compétences adaptées; et troisième prérequis, on va dire indispensable à la manifestation du flow, on va le dire de cette manière-là, c'est un feedback sans équivoque. Tu nous parles du flow et du plan d'entraînement, parce que là j'ai l'impression de reconnaître des éléments qu'on a déjà pas mal évoqués dans le podcast à maintes reprises, qui sont pas forcément nouveaux et propres au flow là. Alors effectivement, Guillaume, énumérer ainsi ces éléments pourrait laisser croire que nous parlons du célèbre, du fameux plan d'entraînement. En même temps, que les éléments structurant notre pratique de course soient constitutifs de l'ensemble des dimensions de cette même pratique n'est pas totalement incohérent. Donc qu'on retrouve dans les conditions de manifestation du flow des éléments qui sont constitutifs de la manière dont on organise notre pratique, ça paraît plutôt logique et je vais même dire cohérent, et ça permet justement de bien faire le lien entre le flow et notre pratique, et c'est pas quelque chose qui arrive comme ça un peu au hasard. Mais si tu le permets, je vais détailler rapidement ces 3 éléments pour que nous comprenions bien ce qui peut les différencier des mêmes items qui seraient raccrochés au plan d'entraînement. Avec grand plaisir, Fred. Alors, la première condition préalable au flow, la définition d'un objectif. Donc, réfléchissez un peu. Il arrive que vous couriez uniquement pour le plaisir, en vous réjouissant simplement de laisser le rythme de votre respiration, les battements de votre cœur, le bruit de vos pas vous électriser ou vous apaiser suivant, on va dire, l'état d'esprit dans lequel vous êtes à ce moment-là. D'autres jours, vous allez vous fixer un but concret et vous vous donnez à fond, à la fois physiquement et mentalement. Et pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé justement, et quitte à aller au bout de vos forces. Les études menées par Mihaly démontrent que vous serez plus susceptible de connaître le flow dans cette deuxième situation, celle où vous êtes fixé un objectif précis. Alors pas forcément en compétition, mais sur une séance où, par exemple, c'est de tenir telle allure à tel moment et d'avoir tel type de déroulé de séance plutôt que de la faire un peu au fil de l'eau. C'est un facteur favorisant de l'apparition du flow. Du coup, si je comprends bien, le flow, ça se rapproche plus d'un état de concentration absolue que d'une béatitude contemplative. On comprend effectivement que courir avec un but précis puisse favoriser son apparition. Pour le deuxième prérequis, Fred, tu parles de compétences adaptées. Là, j'avoue que je vois un petit peu moins de quoi il s'agit. Je ne vais pas te demander de nous expliquer. Je pense que tu vas le faire par toi-même. Exactement, je vais le faire par moi-même, et il est important qu'on comprenne bien effectivement ce qu'on peut entendre par compétences adaptées. Il est probablement, alors ça reste, on va dire, le flow du domaine des sciences humaines. Donc on peut pas dire c'est comme ci, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de précautions autour de cela. Donc c'est pour ça que on emploie un peu de réserve lorsqu'on en parle. Et donc il est probablement totalement impossible d'accéder au flow sans adéquation de ses compétences personnelles à l'activité en cours. Alors il existe visiblement des exceptions, mais généralement il apparaît que nous puissions faire l'expérience du flow que dans le cadre d'une activité accessible mais présentant un minimum de difficulté. Je vais m'expliquer. Ce que dit comme ça, c'est pas forcément très clair, j'en ai largement conscience. Par exemple, un athlète courant le marathon en 2h05 n'a quasiment aucune chance de faire l'expérience de flow lors d'un footing à 11 km/h. A contrario, un runner amateur, je dis amateur entre guillemets sans aucun élément péjoratif, on se comprend bien, un runner amateur parcourant la même distance mais en 4 heures ne fera pas non plus l'expérience de flow en courant à 19 km/h. Le flow, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne peut se présenter que dans le cadre d'une allure, pour reprendre notre exemple, atteignable par le coureur évidemment, mais non sans difficulté non plus. C'est cela qu'on désigne par ce terme de compétences adaptées, c'est-à-dire que ça doit être entre guillemets dans vos cordes, mais pour l'atteindre il faut un peu vous forcer et que c'est pas forcément dans la facilité. Ouais, t'as bien fait d'éclaircir un peu cette idée-là, parce qu'effectivement c'est
c'est plus cohérent. Autant je comprenais pas forcément les compétences adaptées avant que tu me l'expliques un peu plus, mais autant que la notion de feedback, ça c'est quelque chose qui me parle. Après, la qualification de sans équivoque, ça me perturbe un petit peu. Est-ce que tu peux préciser cette pensée ? Alors, avec plaisir, Guillaume. Dans le cas d'un coureur, parce qu'on va rester dans le cadre de notre pratique de course à pied, cela implique de mieux percevoir ses contractions musculaires, ses schémas respiratoires, sa fréquence cardiaque, le déroulé de son pied, la longueur de sa foulée et sa cadence. C'est ça le feedback sans équivoque. C'est à force d'écouter son corps, on apprend peu à peu à faire le tri entre ce qui facilite la performance et le reste. En course, ce type d'information vous invite à ajuster votre allure, la distance qui reste à couvrir, voire les deux à la fois. Mais attention, le feedback ne se résume pas non plus à des données internes, si je peux le dire ainsi. En effet, par exemple, en compétition, notamment, on a tout intérêt à prendre en compte son environnement, les autres concurrents, vos coéquipiers, voire votre entraîneur, les spectateurs, la famille qui est venue, qui vont, eux, vous transmettre un feedback qu'on pourra qualifier d'extérieur. Et l'idée de feedback sans équivoque, c'est-à-dire que vous êtes en pleine capacité d'analyser finement ce qui est important dans le cadre de votre activité au moment T pour votre performance. Et là, je rappelle, quand je parle de performance, c'est pas forcément la performance chronométrique de manière absolue, mais c'est par rapport à l'objectif, au but que vous êtes défini. Je comprends, Fred, et d'ailleurs je me permets de rebondir sur cette notion de feedback qui est fondamentale, car on a souvent tendance à penser que ce feedback est le retour de séance ou de compétition qu'on se fait à soi-même ou qu'on partage par exemple avec ses amis, ses partenaires d'entraînement, avant son entraîneur. Or le feedback dont tu nous parles toi ici, dans le cadre du flow, ce sont tous ces éléments qui au moment même où nous courons nous aident en fait à réajuster notre course. C'est un élément qu'on ne peut mettre en place que si nous sommes en fait pleinement dans l'activité qu'on pratique. Et du coup, on comprend mieux pourquoi elle constitue un prérequis du flow. Du coup, Fred, tu nous as parlé des 3 prérequis qu'on vient de voir à l'instant, mais tu en as évoqué 6 caractéristiques. Du coup, j'imagine que tu vas nous faire un plaisir de développer les 3 suivants. En effet, Guillaume, une fois les antécédents du flow en place, si on peut le dire de cette manière-là, l'athlète devient susceptible de réaliser son potentiel tant sur le plan mental que physique. Et les caractéristiques du flow sont au nombre de 6, comme je l'ai déjà dit, et nous distinguons l'immersion totale, l'absorption cognitive, la sensation de maîtrise, de contrôle, la perte de conscience de soi, la perception altérée du temps et la motivation intrinsèque que Mihaly qualifie également d'autotélisme. Là, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère et j'imagine que Mihaly, lui aussi, là, il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de pédagogie pour que je puisse vraiment bien comprendre ces notions qui peuvent paraître un peu abstraites. Excuse-moi, Fred, mais en tout cas, pour moi, ça l'est. Bon, je vais essayer d'être très pédagogue, Guillaume. Je vais essayer vraiment. Tu me diras à la fin si j'ai atteint mon but, mais en tout cas, mon objectif là est bien défini. Alors, la première caractéristique, l'immersion totale, ou qu'on pourrait qualifier de concentration. Il faut tout d'abord bien avoir à l'esprit et reconnaître que le monde moderne, le monde dans lequel on évolue, ne favorise pas forcément la concentration. Alors, l'attention consiste à être conscient de ses pensées. Je dis être conscient, je ne dis pas contrôler. Attention, c'est une réelle nuance. Et être conscient de ce qui se passe autour de soi. En état de flow, la concentration est totale. Exceptionnellement, si on peut dire, au lieu de se disperser, le mental s'absorbe entièrement dans la tâche à accomplir. En compétition, par exemple, cela se traduit par une sensibilité extrême au feedback interne, celui du corps, et externe, comme on le disait précédemment, réaction des autres concurrents, estimation de votre performance, conditions de course. Tout ce qui concerne le travail, la famille, les amis, ou quoi que ce soit d'autre qui serait étranger à la course, disparaît totalement à ce moment-là. Et de cette première caractéristique, du coup, découle la deuxième caractéristique du flow, la fameuse absorption cognitive. Lorsque vous êtes totalement concentré sur la tâche à accomplir, en état de flow, vous ne faites plus qu'un avec vos actions et étonnamment, tout semble aller de soi. Et en matière d'absorption cognitive, les coureurs parlent
souvent et très généralement de légèreté, de facilité, tu en parlais tout à l'heure. Ils ne choisissent pas de forcer l'allure car cela se fait naturellement, tu vois, ça découle de soi. C'est ça qu'on peut qualifier d'absorption cognitive, c'est qu'on est totalement impliqué dans sa tâche et ça va de soi. Ouais, c'est un type d'état qui nécessite effectivement d'être pleinement concentré sur son activité. Quels sont les suivants, Fred ? Alors, reprenons un peu tout d'abord. Vous avez en tête un objectif bien défini. Vous êtes convaincu, évidemment, de disposer des compétences nécessaires pour atteindre cet objectif, ce que confirme en permanence votre feedback dit sans équivoque. Dès lors, votre attention est on ne peut plus aiguisée et vous vous concentrez, on va dire, comme jamais. Certains sont sapés comme jamais, et ben là le coureur en état de flow va être concentré comme jamais sur la tâche à accomplir. Votre mental et votre physique sont à l'unisson et dans ces conditions, il est nullement surprenant que vous ayez le sentiment de maîtriser la situation. Pourtant, faut être assez clair, de manière générale, le plus farouche optimiste reconnaît aisément qu'il ne contrôle en fait pas grand chose. Et pourtant, le flow se joue en quelque sorte de tous les problèmes extérieurs et votre attention se limite à ce que vous maîtrisez, c'est-à-dire vous-même. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, cela mène à la 4e caractéristique du flow, la perte de conscience de soi. En effet, on peut perdre la conscience de soi tout en ayant l'impression d'être en pleine possession de ses moyens et de maîtriser son destin, ou en tout cas, là, sa course. C'est la magie du flow, si on peut dire, puisqu'on est si concentré qu'on n'a plus d'énergie à consacrer aux remises en question et à l'opinion des autres. On pourrait résumer en disant, et là je reprends les mots de Mihaly, avec cette fameuse, cette très jolie formulation, plutôt, l'ego se fait délicieusement discret. Concentré comme jamais. Fred qui nous cite du maître Gims dans un podcast dans la tête d'un coureur. Franchement, je devais rebondir sur ça. Pour en revenir à cette belle formule, cette belle citation sur l'ego, même s'il est essentiel à notre progrès, et il n'est pas l'ennemi d'ailleurs, il n'est pas l'ennemi absolu de l'être humain, comme certains mouvements essayent de nous le faire croire, puisqu'effectivement, il peut s'avérer par moments encombrant, où c'est plus intéressant de le mettre sur pause, mais il peut aussi être bénéfique, notamment dans la course à pied. Fred, tu sais que je suis un peu le maître du temps, au moins dans nos échanges, car sur la piste, c'est toi qui tiens le chrono, mais là, c'est moi qui tiens un peu le timing de cet épisode. Du coup, je vois ma trotteuse tourner, et pourtant, on n'en est qu'à la 4e caractéristique. Quelles sont les 2 dernières ? Alors Guillaume, je vais t'inviter, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent, à repenser à ce qu'on pourrait appeler les meilleurs moments de notre vie, de ta vie. Il y a fort à parier que tous ces événements, aussi différents les uns des autres qu'ils puissent être, possèdent au moins un point commun, c'est la perception altérée du temps. Échapper à la tyrannie du temps, c'est clairement pas une chose aisée, peut-être encore moins dans notre société actuelle. Eh bien, en état de flow, c'est exactement le contraire qui se produit. Lorsqu'on se plonge dans une tâche agréable, on l'a tous vécu, on l'expérimente tous lorsque ça vous arrive, la perception du temps s'altère. Une séance de 30 minutes passe en un clin d'œil, par exemple, et les causes de ce phénomène, là encore, sont à la fois neurologiques et psychologiques. Dans la mesure où le cortex, alors je vais être un peu technique là et faire entre guillemets un peu de neurosciences, mais vraiment entre guillemets vu mon niveau en la matière, dans la mesure où le cortex préfrontal est impliqué dans l'estimation du temps, sa désactivation partielle qui intervient dans le cadre du flow, elle a forcément des conséquences, d'où un sentiment d'altération du temps. Et enfin, le dernier élément, la dernière caractéristique du flow, la motivation intrinsèque ou autotélisme. Ça c'est clair, on le connaît tous, on l'a tous expérimenté. Plus on aime quelque chose, plus on a envie de le faire. Là, je parle bien de course à pied, cher Guillaume. Ce cycle vertueux s'organise autour d'une notion fondamentale qui est celle de la motivation intrinsèque. Les athlètes qui courent que pour les médailles ou remporter des prix, très concrètement, ne savent pas et ne sauront jamais ce qu'est le flow. Attention, je dis pas, les conséquences de leur performance peuvent s'avérer très agréables et l'euphorie de l'ivresse du coureur
leur est accessible, mais ce n'est pas le flow. Alors je dis ça sans aucun jugement évidemment, hein. Chacun ses raisons pour sa pratique. Il ne s'agit pas là de juger, mais de comprendre très, très évidemment. Merci beaucoup Fred pour cette présentation, il faut le reconnaître, très complète, où tu nous énonces à la fois des prérequis et des caractéristiques de ce fameux flow. Mais du coup, là, avec tout ce que tu viens de nous dire, la question que je me pose, et je pense beaucoup d'auditeurs et auditrices se la posent aussi, c'est est-ce qu'il est possible justement de créer, de susciter cet état de flow? Puisque maintenant tu nous l'as bien vendu, comment est-ce qu'on peut le mettre en place, nous, en tant que coureur à pied? Alors, tu me connais bien Guillaume, les auditeurs et les auditrices également, et je ne vais pas te répondre directement à cette question, en tout cas pas tout de suite, parce qu'avant de te répondre, j'aimerais revenir sur l'ensemble des éléments que nous avons évoqués, et ces 9 éléments constitutifs du flow. L'expérience du flow, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a quelque chose de très personnel. Tout le monde, déjà, ne profite pas de ces différents composants en totalité, dans le même ordre ou avec la même intensité. Plusieurs études ont montré que la plupart des athlètes faisant une expérience de flow ne sont au final confrontés qu'à 5 ou 6 de ces 9 éléments à la fois, de ces 9 caractéristiques. On est encore loin, j'en parlais tout à l'heure, de tout savoir sur le flow, mais de nouvelles études ont également révélé que les 3 prérequis et le sentiment de maîtrise de la situation, de concentration et de motivation intrinsèque vont souvent de pair, alors que la perte de notion de temps, par exemple, s'avère un peu moins fréquente. Ok Fred, mais bon, tu sais que je suis un garçon quand même un peu persévérant, un peu pugnace. Est-ce qu'on peut faire apparaître, je vais pas dire artificiellement, mais presque ce fameux flow? Est-ce qu'il y a quand même des méthodes, des techniques pour le susciter, le faire naître en nous? Alors malheureusement Guillaume, personne, même pas les athlètes ayant déjà connu cet état, ne peut connaître le flow sur commande. C'est un peu la grande tristesse, on peut dire, hein, de ce sujet-là. Je te dirais très, très sincèrement que le flow est insaisissable. En fait, plus on va y penser, plus il va se dérober. Il faut pas, du coup, en faire un but, mais plutôt une bonne surprise qui va se présenter certainement au moment où on s'y attendra le moins. Du coup, allez, je vais un peu insister, quitte à être un brin agaçant. Si on peut pas le faire apparaître sur commande, ça je l'ai bien compris. Est-ce qu'il y a quand même des moyens de favoriser son apparition, tout du moins? Allez, j'essaye. Hein. Mais t'as raison d'essayer, Guillaume. Hein. On dit souvent que celui qui échoue, c'est celui qui arrête d'essayer. Donc voilà, bien tenté. Évidemment, on peut créer les conditions au moins d'apparition, pas sur commande, mais en tout cas créer un environnement favorable à l'apparition du flow. C'est bien le sens des prérequis. On met en place les conditions d'apparition de ce fameux flow. Comme un médecin, je dirais qu'il y a une obligation de moyens, mais pas de résultat. Pour le flow, c'est exactement la même chose. Mais le fameux chercheur Mihaly, notre fameux chercheur hongrois, a toutefois défini qu'il y aurait des personnalités plus aptes que d'autres à connaître le flow. Ah, du coup, on n'est pas forcément tous égaux face au flow, si je comprends bien. Ça risque de frustrer un certain nombre d'entre nous. Effectivement, Guillaume. Mais voilà, après, c'est les études qui ont montré ça. Hein, il n'y a pas de vérité absolue. Hein, je tiens à le rappeler sur ce sujet-là, parce qu'on reste dans le domaine des sciences humaines. Mihaly estime qu'effectivement, il y a des personnalités qui seraient plus favorables à l'apparition du flow. Il faut bien avoir en tête que la personnalité n'est pas quelque chose de figé. Et si la recherche du flow peut amener quelqu'un à modifier ses habitudes, ses comportements, du coup, ce ne peut n'être qu'un plus. Et selon Mihaly, donc, il existe des personnalités plus favorables au flow, caractérisées par des éléments favorables à cette apparition-là, tels que la tendance à se fixer des objectifs sans en faire une obsession, la motivation intrinsèque qui l'emporterait sur les motivations externes, la haute estime de soi semble importante dans l'apparition du flow. L'optimisme, le locus interne de contrôle, c'est-à-dire c'est cette capacité à avoir le sentiment qu'on peut avoir une prise sur les événements.
et ça va de pair avec la recherche de maîtrise, la motivation par l'approche, le sérieux, l'absence de névrose et la capacité à s'impliquer. Ça serait des traits de personnalité qui ont été définis comme plutôt favorables à l'apparition du flow, mais voilà, ça reste, vous le comprendrez, quelque chose d'assez vaste et assez vague, et il n'y a aucune personnalité qui exclut tous ces traits-là, donc globalement, ça reste assez ouvert. Mais ça expliquerait aussi peut-être pourquoi dans les pays anglo-saxons, notamment en Amérique, on parle beaucoup du flow. C'est vrai que là-bas, la confiance en soi, l'estime de soi, l'optimisme, c'est des qualités qui sont souvent mises en avant. Et peut-être que l'état d'esprit des athlètes anglo-saxons est plus favorable à cette apparition du flow, même si c'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, on a fait aussi un grand travail de confiance en soi. On parle de plus en plus de la notion de confiance en soi, d'estime de soi, mais ça reste des choses qui datent des débuts des années 90. On en parlait très très peu il y a encore des dizaines d'années. Ça me semble assez cohérent tout ça, mais sans dire qu'il y a forcément un type de personnalité de manière générale qui serait privilégié. Et puis de toutes les manières, la course à pied, le sport peut justement nous conduire vers une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi. Donc c'est vrai que même si au départ on n'a pas forcément ces qualités-là, à force de courir, à force de faire du sport, on va les développer et donc mécaniquement on va être beaucoup plus sujet à atteindre cet état de flow. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est souvent après un certain nombre d'années de pratique qu'on va pouvoir le connaître et l'identifier. Fred, à l'issue de ce passionnant échange où nous avons souvent plus flirté avec l'ésotérisme que la technicité de l'entraînement, mais ça fait du bien aussi de temps en temps. J'aimerais quand même te poser une question qui me taraude. On parle souvent de méditation durant l'effort. Tu sais, la méditation, notamment pleine conscience. Il y a beaucoup d'athlètes qui essayent de le pratiquer de plus en plus. C'est-à-dire, pour le présenter en quelques mots, on va plutôt, par exemple, lors d'un entraînement, plutôt se concentrer sur sa respiration, sa foulée, son rythme cardiaque, ses mouvements, plutôt que le bruit des oiseaux ou ce qui nous entoure, pour rentrer dans une espèce de forme de méditation. Est-ce que ça, c'est aussi comparable au flow? Est-ce que c'est aussi une façon de l'atteindre, ou c'est un sujet différent? Parce que ça me fait penser un peu à ça, tout ce que tu me dis. Alors moi, je dirais que la méditation de pleine conscience, telle qu'elle est présentée à l'heure actuelle, pourrait constituer une des conditions d'apparition du flow, parce qu'elle nécessite une concentration totale sur ce qu'on est en train de faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport aux pensées, souvent quand on nous dit, quand on parle de méditation, on nous parle de stopper le flux incessant des pensées. L'idée vraiment dans le flow, on l'a vu, c'est qu'à un moment, on est tellement absorbé par sa tâche, par ce qu'on est en train d'accomplir. Comme tu le disais, on est concentré sur sa foulée, sur sa respiration. On est à l'écoute des retours de notre corps sur ce qu'on est en train de faire. Et on est tellement concentré dessus que tout le reste n'a pas sa place. On n'a même pas besoin de se dire, tiens, j'ai pas besoin de penser au repas que j'ai à préparer demain ou à la réunion que j'ai au boulot après-demain et pour laquelle j'ai pas encore préparé mon PowerPoint. Tout ça s'exclut de lui-même parce qu'on est totalement immergé, impliqué dedans. Donc je dirais que lorsqu'on est en état de flow, on est dans un état de méditation de pleine conscience en quelque sorte, mais vraiment en quelque sorte, parce qu'on est en mouvement et on est vraiment concentré sur ce qu'on est en train de faire, et on n'est pas non plus dans un état d'extase comme on peut y être mené lorsqu'on fait de la méditation de manière très prolongée. Merci, c'est beaucoup plus clair. Fred, je te propose maintenant, avant de passer au vrai du faux, qu'on peut-être synthétise tous les éléments clés que tu nous as présentés dans cet épisode, un peu en guise de conclusion. Comment tu résumerais tout ce qu'il faut retenir de notre échange ? Alors, moi je dirais simplement, je ne reprendrai pas tous les éléments vraiment techniques, mais juste bien comprendre et assimiler le fait que le flow n'est jamais une fin en soi. Il découle d'autres choses. Dans le cas d'un sportif, il s'agit de se donner à fond tous les jours ou presque, de se consacrer à sa discipline et d'y mettre du respect et de la dignité. Pour soi-même avant tout, évidemment. L'idée, c'est vraiment de réaliser son plein potentiel et chacun à son niveau, évidemment, en mettant la passion et l'implication totale au cœur de notre pratique. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et ces conditions étant réunies et en se basant sur des motivations vraiment intrinsèques, on a
toutes les chances de voir ce flow se présenter, mais l'ensemble des coureurs qui ont connu ça vous diront que ça arrive pas si souvent que ça, même si leur état d'esprit n'a pas forcément changé. C'est une expérience assez particulière et exceptionnelle. Mais on peut très bien traverser toute une carrière de coureur sans la connaître, mais le connaître dans d'autres domaines. Et je suis certain que chacun, au moins une fois dans sa vie, le connaît dans un domaine de son existence. Merci infiniment Fred pour toutes ces explications. Eh bien, si tu es d'accord, je te propose qu'on combatte les fake news dans le monde de la course à pied avec notre rubrique Vrai du Faux. Est-ce que tu es prêt pour passer à cette rubrique ? Je suis plus que prêt, que c'est une rubrique que j'adore, comme tout le monde le sait. C'est parti. Ça, c'est vrai, ça. Non, c'est faux. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. En vrai, la vérité, la vraie vérité. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux, ça? Franchement. Ouais, c'est pas faux. Le vrai du faux, chaque mois Fred répond aux questions que nous posent les auditeurs et les auditrices du podcast. D'ailleurs, si vous voulez poser vos questions à Fred, il suffit de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Et Fred vous dit si les informations sont exactes ou fausses. Et on va commencer en répondant à une question qui a agité les réseaux sociaux dernièrement. Fred, l'acide lactique n'existe pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Attention, c'est un sujet sensible, voire très très sensible, Fred. Alors, très concrètement, ça n'existe pas dans le corps humain, évidemment, mais on emploie souvent le vocable d'acide lactique, tout en sachant qu'il n'est pas forcément bon. C'est un peu comme les tendinites. Les tendinites n'existent pas. On en parle souvent, les médecins vous parlent souvent de tendinites, voire la kiné. On sait très bien que c'est des tendinopathies. Après, on utilise ce vocable pour mieux se faire comprendre, et même quand on connaît les choses et qu'on sait comment ça se passe, si vous regardez certains athlètes de demi-fond de très haut niveau qui savent un peu comment ça fonctionne, ils vous disent oh là là, je suis totalement lactique, je peux plus avancer. C'est un abus de langage, certes, qui pourra heurter nombre de puristes, mais voilà, il faut comprendre que des fois on emploie aussi des termes pour être compris du grand public, de tout le monde. On ferait des travaux de recherche, ce seraient les termes exacts qui seraient employés, puisque évidemment c'est pas de l'acide lactique, ce sont les ions lactates qui, sur notamment les efforts anaérobies, se retrouvent, on va dire, lâchés dans le muscle, libérés plutôt du fait de la production d'énergie en mode anaérobie, et vous donne cette sensation qui brûle. C'est pour ça qu'on a parlé d'acide en fait de manière un peu imagée au début, c'est parce que ça brûle. L'idée c'est que l'acide, ça brûle également, donc du coup ce sont les lactates, c'est l'acide lactique, c'est un raccourci, c'est tout simplement comme ça que se sont créées les choses. Donc non, ça n'existe pas effectivement, l'acide lactique dans le corps. Ce sont des ions lactates qui sont produits à l'effort. Et d'ailleurs, la production massive d'ions lactates est plutôt un synonyme de performance. C'est-à-dire que l'entraînement, notamment chez le demi-fondeur court, de type 800, 1500 mètres, ne visera pas non pas à diminuer cette production d'ions lactates, mais plutôt à l'augmenter, tout en augmentant sa tolérance en fait. Et quand on dit augmenter sa tolérance, c'est aussi tous les processus de recyclage, parce que c'est pareil, certains parlent de déchets entre guillemets, on se comprend, et d'autres vont hurler en disant mais c'est pas des déchets. Oui, c'est pas des déchets évidemment, mais c'est juste des fois on emploie des termes pour se faire comprendre. Donc moi ça ne me choque pas si un certain nombre d'athlètes, même d'entraîneurs parlent encore d'acide lactique, comme on parle de tendinite, comme on parle j'ai mal au ventre. Non, on n'a jamais mal au ventre parce que ça veut rien dire le ventre. Ouais, effectivement. Bon, en tout cas, si certains de nos auditeurs et auditrices veulent briller dans des dîners mondains du running, ils auront maintenant ce petit détail-là. Toujours intéressant de le savoir. Merci pour les explications, Fred. La déshydratation cause les crampes, Fred. Alors oui et non. Là, je fais une réponse de Normand. C'est pas une fake news, mais c'est pas une vérité absolue. La déshydratation peut être une des causes de la manifestation de crampes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'est une crampe. En fait, en gros, une crampe, c'est une contraction qui ne se relâche pas. Votre muscle reste contracté, voire se contracte tout seul de manière un peu sauvage et sans commande, et ne se relâche pas. Et ce manque de relâchement peut être dû à un manque d'hydratation,
pour que le processus de relâchement se fasse au niveau des cellules musculaires, mais ça peut être dû aussi à un déficit de calcium, de sodium, voire d'autres micro-éléments, micronutriments. Donc globalement, les causes peuvent être assez diverses et variées. Mais effectivement, on entend souvent sur les bords de piste ou les bords de course, quand les crampes apparaissent, il faut boire parce que ça fait partie des causes lorsqu'on étudie un peu l'affaire qui sont, on va dire, prédominantes dans l'apparition de crampes. D'accord, donc oui, la déshydratation peut causer des crampes, mais il peut y avoir aussi d'autres facteurs. Il ne faut pas la réduire à la déshydratation. Et c'est vrai que, par exemple, lors du marathon de Paris en avril dernier, il faisait très froid. Du coup, beaucoup de coureurs n'ont pas pensé à ravitailler en eau, puisque quand il fait froid, on a tendance à moins boire. Et du coup, il y a eu un peu plus de crampes. Moi, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de coureurs se plaindre de crampes à l'arrivée. Donc voilà, si vous courez un marathon et qu'il fait froid, pensez quand même à vous hydrater. C'est très important, parce que ça peut causer des crampes, mais le froid aussi peut causer des crampes sur les intestins, je crois. Il y a aussi d'autres facteurs. Non, je vois, Fred, que tu veux dire quelque chose là. Non, mais du coup, je profite, la petite astuce, parce qu'effectivement, on a moins soif. En tout cas, on a moins le sentiment de soif quand il fait froid. Et puis aussi, souvent, au ravito, l'eau étant dehors sur une table, elle est globalement glacée. Donc, la petite astuce, c'est que beaucoup de coureurs et de coureuses la connaissent, mais je la donne quand même, c'est de prendre le ravito et de laisser 5 secondes l'eau dans la bouche avant de l'ingérer totalement, comme ça, parce que le problème d'une eau glacée, c'est qu'elle peut entraîner des perturbations gastriques qui sont déjà relativement fréquentes sur les efforts de longue durée. Donc c'est un moyen d'éviter cela, et aussi que, entre guillemets, l'eau passe mieux. J'allais dire la pilule passe mieux, là il n'y a pas de pilule, il y a que de l'eau, mais voilà, c'est une petite astuce. Du coup, ça va vous obliger à courir pendant quelques secondes en respirant avec le nez et bouche fermée, mais c'est pas plus mal. Voilà. Fred, il faut prendre une pointure en plus quand on choisit une chaussure de running. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, un conseil qu'on entend souvent. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit que oui, des gens qui s'y connaissaient très bien en chaussures, des gens qui m'ont dit que pas forcément. J'ai l'impression que c'est un peu 50-50. Donc j'imagine que c'est aussi très personnel. Toi, comme on nous pose la question, quel est ton avis par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut prendre une pointure en plus ? Moi, je fais du 42. Est-ce que maintenant je dois prendre du 43 ? Parce que c'est pas le cas. Moi, je prends vraiment ma pointure. Alors moi, je te dirais déjà quel 42 tu fais, chez quelle marque, c'est du 42 en chaussures de sport ou en chaussures de ville. On se rend compte que les tailles de chaussures, comme les tailles de vêtements globalement, sont des choses très normées. Et que ces normes changent un peu en fonction des fabricants. Il y en a qui le font exprès, d'autres un peu moins. Et du coup, globalement, moi je le vois sur différentes marques, j'ai pas forcément la même pointure. Quand je prends en chaussures de ville, alors là j'ai carrément deux tailles de moins. Donc le dire comme ça de manière absolue, pour moi ça me semble pas être une bonne idée. Essayez vos chaussures. Il y a un petit truc souvent qu'on donne, c'est qu'il faut que le pied soit maintenu, mais ne soit pas trop serré. C'est toujours assez délicat, parce que bon, s'il est trop serré, entre guillemets, le pied va étouffer, vous n'allez pas être bien. Mais si il y a trop de marge dans la chaussure, il va bouger et vous allez vous faire des ampoules, voire plus. L'idée, c'est d'aller essayer ces chaussures plutôt le soir, parce que entre guillemets, on a le pied qui gonfle. Alors, je dis entre guillemets avant qu'on dise non, le pied gonfle pas, c'est pas comme ça qu'on dit. Oui, je sais, vous inquiétez pas. On a le pied qui gonfle, et c'est de se mettre accroupi. Vous savez, c'est cette position où on a la pointe des pieds qui est pliée, on met les fesses sur les talons. Alors, sans mettre les fesses sur les talons, dans cette position, et on doit pouvoir glisser son index entre le talon et le rebord de la chaussure à l'arrière. C'est un peu ce qu'on nous dit d'avoir le confort minimum. S'il y a plus, s'il y a plus, c'est-à-dire que votre index nage dans cet interstice, la chaussure sera trop grande. Si vous ne pouvez pas le glisser, elle sera trop petite. Et surtout, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de jeu dans la chaussure, parce que surtout sur trail, où on a des chemins sinueux, il y a des côtes, il y a des descentes. Là, si vous avez une chaussure un peu trop grande avec du jeu, c'est la catastrophe. Vous pouvez tomber, vous pouvez vous défoncer la cheville. Soyez vigilants par rapport à ça quand même. Et essayez également vos chaussures de running avec les chaussettes que vous utilisez pour le running. Si vous, pareil, certains utilisent différents types de chaussettes, que ce soit en entraînement ou en compétition. Certaines sont plus fines que d'autres. Et ça peut jouer à 2-3, à 1 ou 2 mm, je veux dire 2-3 mm, ça fait beaucoup. À 1-2 mm, l'épaisseur de la chaussette peut jouer, et on peut se sentir finalement bien ou non dans une chaussure. Donc vraiment,
prenez vos chaussettes avec vous. Si vous sortez du bureau, il y a une paire de rechange avec vous. Ouais, surtout effectivement pour les chaussures de compétition, parce que les chaussettes s'il y a des gens entre nous qui ont des chaussures de compétition, mais ils ont peut-être des chaussettes de compétition, elles sont extrêmement fines et du coup là on peut perdre facilement une demi-taille. Donc ça c'est un très très bon conseil, notamment l'été, l'hiver, en fonction des chaussures, en fonction des chaussures, on peut avoir aussi des chaussettes plus épaisses en fonction de la saison. Donc voilà, finalement il faut faire attention à tous ces critères. Merci infiniment Fred pour tous ces précieux conseils. Écoute, on se retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Merci à toutes celles et ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez partager autour de vous, si vous avez des amis runners, un petit club de running autour de vous, des collègues de bureau qui se mettent à la course à pied, n'hésitez pas à leur parler de ce podcast. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide à nous faire connaître. Donc voilà, j'en profite. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis autour de vous. Et voilà, merci beaucoup Fred et puis je te dis à très vite. Merci à toi, à très vite.